Bonjour, alors nous voilà arrivés à la dernière étape de ce chapitre sur l'ensemble, enfin moi, je ne vais pas le redéfinir, j'en ai assez parlé, hein, sur ces fameux cycles qui se suivent, sur le chromatisme essentiellement le chromatisme d'ailleurs, mais pas que, sur la fameuse cycle augmentée, etc. Donc je conclus ce chapitre comme je l'avais promis, avec un petit travail un peu original, si j'ose dire, un peu original dans la mesure où il sort un peu du cadre des études d'harmonie. L'étude de l'harmonie, comme nous le savons, est une étude de l'harmonie, c'est-à-dire des accords. Elle a un aspect vertical, même si j'ai toujours insisté sur son aspect horizontal. Néanmoins, elle est bien conçue à quatre voix, à quatre parties, tandis que là, je me lancerai, avec une petite réserve, parce que ça sera qu'un travail très modeste de toute façon, dans le travail, la composition au sens étymologique du terme, c'est-à-dire composition, enfin comme on l'entend en français aussi, composer, c'est-à-dire assembler des éléments. Donc je vais passer un bon moment, oui, assez quand même, à présenter des éléments qui seront dans une deuxième partie assemblés, c'est-à-dire composés. C'est-à-dire qu'on passera à la composition proprement dite de cette petite invention, j'insiste encore une fois, sur ces modestes proportions. Le modèle, il y a un petit modèle qui plane dans tout ça, je n'y réfère pas de manière stricte, pas du tout. Enfin, si, assez quand même, j'essaie d'être assez près de ce modèle-là, ce sont ce qu'on appelle les inventions et symphonies de Bach. Ce sont des pièces, comme beaucoup le savent, les pianistes le savent, parce que traditionnellement ils étaient étudiés beaucoup. Je ne sais pas si c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Enfin bon, bref, on étudiait beaucoup les inventions à deux voix, les symphonies à trois voix. On a coutume de les appeler inventions à deux et trois voix. Il y a une quinzaine, je ne sais pas le nombre exact, une quinzaine, je crois que c'est 15 précisément, inventions à deux voix, et puis après il y a les symphonies à trois voix. Bach les appelait symphonies, donc c'est écrit dans une espèce d'italien latinisant, sinfonia, ou sinfoniae au pluriel. Le mot symphonie renvoie à l'idée de plusieurs voix. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la notion de symphonie telle qu'elle sera développée par Haydn, Mozart, Beethoven, tout le 19e siècle. Aucun rapport. Enfin, aucun rapport. Si, c'est un rapport, parce que la symphonie, c'était aussi l'idée que c'était un assemblage d'instruments et de voix. Attention, bien sûr que le rapport est évident. Mais pour nous, la symphonie renvoie à l'idée d'orchestre symphonique. C'est ça que je veux dire. C'est en ça que c'est très différent. Ce que Bach appelle symphonie ici sont simplement des pièces qui assemblent des voix. Le sens, c'est assemblage de voix. Donc à trois voix, il l'appelle symphonie. Il considère qu'à partir de trois voix, il y a un véritable assemblage. À deux voix, peut-être moins, il les appelle simplement invention. Le mot invention est un mot latin, inventio ou inventio, peu importe. Ce mot latin signifie trouver. Enfin, le mot invenire signifie trouver. L'invention, c'est. Alors en français, il n'y a pas de mot. C'est un mot qui a un sens en français un peu différent, qui est un mot un peu très laudatif, une trouvaille. Mais ce n'est pas une trouvaille, c'est un élément trouvé. C'est ça que ça veut dire. Et cet élément, cette idée, est une idée qui est très présente dans la poésie, encore une fois, la poésie, c'est-à-dire depuis l'Antiquité. Encore une fois, on se rendra compte à quel point j'y tiens, mais je pense que c'est quand même tout à fait justifié. C'est un aspect qui est trop négligé. On néglige trop les racines de la culture sur laquelle la culture occidentale est assise sur l'Antiquité gréco-latine. Et l'ignorer, c'est pas très bien d'ignorer, parce qu'on passe à côté vraiment beaucoup d'éléments, par exemple celui-ci, même si ça peut paraître secondaire, périphérique, dirons-nous, finalement peu important et à négliger. Oui, certes, en soi, ce mot-là, on peut le négliger, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, finalement, on finit par ne plus rien comprendre, parce qu'il y a des lacunes sur tous les éléments, et on finit par avoir une vision de la musique européenne fausse, finalement. Voilà, donc je reviens à ce mot d'inventio, qui est dérivé du verbe trouver latin, et on le trouve, par exemple, c'est le cas de le dire, dans le mot trouver, troubadour. Troubadour, c'est le mot occitan, et trouvère, c'est le mot français. Voilà. Donc ce sont les poètes qui font finalement des inventio ou inventiones, si on le disait à la latine au pluriel. Donc les inventions sont un peu une référence ici. Pourquoi c'est une référence? Tout simplement pour des raisons pratiques, parce que ce sont des petites pièces. Tout bêtement, ça, ce sont des pièces réduites.
Il suffit d'ouvrir le cahier, là je ne l'ai pas loin, je ne vais pas aller le chercher, c'est pas la peine, le cahier des inventions et des symphonies à 3 voix. Ça tient en général, mais même toujours d'ailleurs je crois, sur 2 pages de partition habituelle, donc c'est-à-dire ça avoisine une quarantaine de mesures. On voit bien en ça que ce sont des pièces assez courtes, par rapport aux fugues, par exemple, même du clavier à tempérer, qui ne sont pas forcément très longues, mais elles sont quand même beaucoup plus développées. Là, une petite quarantaine de mesures, généralement ça tourne autour de 35, 36, 37, 38 mesures. Donc voilà, ce sont des pièces réduites. Alors ça me correspond, ça me va tout à fait, puisqu'on ne va pas se lancer dans une composition de vastes proportions. Voilà, je voulais simplement préciser ça. Maintenant, quelle démarche, enfin quel plan je vais suivre? Je vais dans un premier temps, exposer les éléments. Alors les éléments sont au nombre de, je ne sais pas combien, je ne vais pas les compter, mais il y a des catégories qui m'intéressent, et ces catégories, j'insiste là, je vais le développer un tout petit peu, pas trop, mais un peu quand même. C'est très intéressant parce que ce sont les éléments de la composition elle-même, justement. Celui qui compose de la musique, mais au sens occidental classique, attention, je ne fais pas allusion à des compositions de type différent, de type musique répétitive, par exemple, de type musique qu'on appellerait contemporaine, c'est-à-dire atonale. Je ne fais pas allusion à des phénomènes extrêmement récents, mais je parle de la musique atonale. Il y a des ressorts de composition qui sont différents. Certains, petite parenthèse rapide, comme par exemple, on le voit dans des œuvres théoriques, les écrits de Pierre Boulez, par exemple, certains comme lui, et en ça je trouve ça assez justifié, rattachent la composition de tout ce qui est atonal et ce qui est sériel après la Seconde Guerre mondiale, dans les années fin 40, début 50, etc., rattache ces compositions-là, bien qu'elles semblent détachées de la tradition, il les remet totalement dans la tradition, allant jusqu'à dire par exemple que la musique sérielle est une renaissance du contrepoint. Bon, c'est pas vrai au sens palestrinien du terme, au sens du contrepoint franco-flamand, mais il y a une petite vérité là-dedans. Ce qu'il veut dire, bien évidemment, c'est que les procédés contrapuntiques sont remis à l'honneur, c'est-à-dire le travail au sens étymologique du terme, parce que travail signifie torture, d'une certaine manière, tordre les choses dans tous les sens, renverser, raccourcir, etc. Tout ce qu'on trouve dans le contrepoint, on le trouve dans ces musiques. Mais, encore une fois, je ne fais pas allusion à ça, je fais une petite parenthèse, je la laisse de côté. Je fais référence à l'écriture classique tonale, et qui veut s'initier, et en tout cas comprendre dans ses analyses des œuvres la composition, doit connaître les quelques éléments que je vais énoncer, qui sont très peu nombreux pour aujourd'hui. Il y a 1000 petits détails après qui s'ajoutent, et on peut écrire des bouquins épais comme des dictionnaires là-dessus, bien sûr, mais dans un premier temps, il est bon de penser à des notions comme la notion de, premièrement, je les énonce, donc exposition. Exposition, comme son nom l'indique, c'est exposer le motif. Le motif, c'est-à-dire le thème. Alors le terme employé, on peut employer le terme de motif, qu'on trouve chez Wagner dans le terme allemand de Leitmotiv, leitmotiv plutôt en français, qui est le motif conducteur, mais c'est presque un pléonasme, dire un leitmotiv. Par définition, le motif est conducteur, comme on parle de le métal conduit l'électricité, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que le motif, il est là et il diffuse, enfin, il se diffuse dans toute l'œuvre. Il imprègne l'œuvre et il la nourrit. C'est l'élément à partir duquel l'œuvre est nourrie, construite. Donc c'est le cas, alors je finis, je ne vais pas aller trop vite, j'ai l'impression d'aller un peu vite, je vais essayer de prendre mon temps et de ne pas brûler les étapes pour rester clair. Je continue à ce que je dis sur le terme motif. On emploie donc le terme motif qu'on trouve dans leitmotiv. Encore une fois, je me répète beaucoup, pardon. Le mot leitmotiv est un peu un pléonasme. Leit en allemand, c'est conduction, élément conducteur. Donc un motif par définition est conducteur. On parle de motif, on parle de thème. Le mot thème a été très employé. Le premier thème, le second thème de la sonate, c'est le motif. On emploie, je l'ai déjà signalé à d'autres occasions, le mot sujet.
on emploie bien en français courant le terme de sujet, un sujet de conversation, un sujet de débat, un sujet de réflexion. Là, c'est un sujet, c'est l'élément à partir de laquelle la pièce est construite. Alors moi, je vais employer le terme un petit peu vague de motif, parce que le terme thème est attaché à la sonate classique beethovenienne, mozartienne, beethovenienne, etc. Le mot sujet est lié à l'idée de fugue, c'est-à-dire le motif de la fugue. Bon, je vais employer le motif qui est un terme plus générique. Donc on va faire dans un premier temps s'occuper de l'exposition, c'est-à-dire du motif. Ce sera assez court, puisque je ne vais pas en faire des discours. En plus de ça, je l'aurai l'occasion de le dire quand je vais le présenter dans quelques minutes, le motif, je ne l'ai pas écrit moi-même, je l'ai pris dans une œuvre de Bach. Voilà. C'est un petit motif très simple qui est fait de deux temps, c'est-à-dire 8 doubles croches, 4 plus 4 plus une note d'arrivée. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Ça, c'est mon premier élément. Donc il y a le premier élément, exposition. On trouve dans la musique en général, aussi bien dans la musique de l'époque que certains appellent baroque, c'est-à-dire qui va jusqu'à la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750, puis donc à la moitié du XVIIIe siècle. Il va y avoir une période qu'on appellera classique, puis romantique après, à l'époque de Haydn, Mozart, Beethoven. Il y a quand même des points communs, c'est-à-dire l'exposition est toujours une exposition, c'est-à-dire je montre, je déplie, c'est le terme, je déplie, l'exposition c'est déplier, comme ouvrir un livre, c'est montrer le sujet, le faire entendre. Le faire entendre, si j'ose dire, dans de bonnes conditions, enfin bien sûr, c'est qu'il doit être bien écrit, qu'il doit être bien audible, qu'il doit être bien reconnaissable. C'est le cas, on prend une symphonie de Beethoven, la cinquième commence comme ça. Voilà, bon, ben ça c'est le motif, on entend que lui, c'est très clair, hein, et c'est le cas en général. Voilà. Donc, premier élément, exposition, motif et exposition. Ça inclut aussi l'idée sur laquelle je passerai assez rapidement de réexposition. C'est le cas dans la sonate classique beethovenienne, c'est qu'il y a dans un premier temps l'exposition, il va y avoir le développement, et à la fin on va retomber sur la réexposition du motif. Bon, ça c'est une chose, je parlais donc de l'exposition. Alors il y a un élément qui m'intéresse plus que le reste, plus que l'exposition, parce que l'exposition, il n'y a pas grand-chose à en dire finalement. Enfin, quoique, il y a toujours des choses à dire, mais enfin, ça ne va pas faire l'objet de discours à rallonge. Mais par contre, le discours à rallonge sera consacré plus particulièrement au développement. Alors là, le développement est très intéressant, on rentre au cœur de l'idée de composition. Parce que dans la composition européenne, je dis européenne parce qu'elle est basée sur des ressorts qui sont différents des traditions orientales, par exemple, où l'idée est différente. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Le problème, si j'ose dire, du compositeur, c'est la durée. Parce qu'on peut avoir des idées formidables, mais une fois qu'on les a exposées, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, alors si on veut écrire une sonate, une fois qu'on a exposé un très beau motif, et on se rend compte, là-dessus je fais encore une petite parenthèse, j'ai le goût pour les parenthèses des parenthèses, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire par exemple que, bon, j'admire particulièrement l'œuvre de Beethoven par exemple. Pourquoi je l'admire? Bon, je l'admire parce qu'elle est très belle, bien évidemment, je ne vais pas justifier cette admiration, mais il y a aussi une admiration que je lui porte pour son extraordinaire facture, son extraordinaire maîtrise de la forme. Et je veux dire en ça que écrire un motif musical, j'ai presque envie de dire une petite hérésie, c'est pas si difficile que ça. Voilà. Alors bon, évidemment, il y a des très très beaux motifs chez Beethoven, chez Mozart, etc., qui sont formidables, et j'ai pas la prétention d'écrire les mêmes, peu importe. Mais finalement, chez Beethoven, on le voit bien chez lui, c'est-à-dire que c'est pas tellement le problème d'avoir de bonnes idées, c'est d'avoir la bonne idée au bon endroit. Voilà. Parce que quand on écoute ça, par exemple, c'est un motif qui est, je pourrais le qualifier de génial, mais en soi, il est presque ridicule. C'est-à-dire que si moi, je vais au piano, finalement, c'est en ut mineur. J'ai joué sol, mi bémol. Voilà, c'est le motif, c'est sol, 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 mi bémol. Mais il a une caractéristique bien particulière, c'est qu'il y a un demi-soupir, il y a 3 croches, c'est une figure rythmique. En tant que note, ce sont 2 notes. C'est comme si je jouais mi, do. Donc c'est un motif très réduit. Mais pourquoi il est génial? Parce qu'il est exactement à sa place, à cet endroit-là. Bon, à cet endroit, en tant que début, il est de toute façon à sa place. Mais c'est lui qui sera un vrai motif conducteur, et c'est lui qui va irriguer tout le premier mouvement, et qui plus est dans cette symphonie, qui va même dépasser et se faire entendre dans le scherzo. Peu importe, je ne vais pas analyser maintenant la symphonie, la 5e symphonie en ut mineur, mais c'est pour dire que l'idée
du motif, c'est une idée bien particulière. Ça n'est pas simplement écrire des belles choses. Bien sûr que c'est écrire des belles choses. On ne va pas écrire un motif laid. Quoi qu'on pourrait, dans certains cas, je pourrais citer aussi la notion de, encore une petite parenthèse, de laideur en musique. On peut aussi écrire des choses laides, c'est-à-dire disharmonieuses, c'est-à-dire lourdes, etc. On va les trouver pour des raisons d'expression. On peut trouver à un moment une idée qui en soi ne serait pas bonne. Par exemple, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple de choses écrites de manière déséquilibrée? C'est-à-dire, c'est comme si le compositeur cherchait à écrire quelque chose qui est plutôt laid que beau. Voilà. Eh bien, par exemple, le fameux orage ce qu'il appelle l'orage dans la symphonie pastorale, il y a un moment où il y a les contrebasses qui sont dans le grave, qui jouent très vite, et qui joue des quintelets. C'est particulièrement brouillon, ça donne une sensation de chaos. Voilà, donc ça c'est une idée qui est très belle aussi, mais elle est belle parce qu'elle est entre guillemets laide. Enfin, elle n'est pas laide bien sûr, parce que c'est très beau en fait, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose d'un peu chaotique, donc on peut chercher aussi une idée qui aille dans le sens contraire d'une idée de beauté. Donc voilà, tout ça c'est pour je développe un peu cette idée de motif. Alors j'étais en train de dire, je parlais du développement, donc j'avais quitté le propos du motif. Encore faut-il un motif qui soit potentiellement porteur de développement. Parce que, je reviens à mon idée précédente, le problème du compositeur européen, c'est la maîtrise du temps, de la durée, pas le temps au sens de la battue, etc. Je ne parle pas de ça, mais de la durée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit un motif, et ben la belle affaire, voilà, maintenant tout reste à faire finalement. Quand on a écrit ce fameux motif que je citais de la 5e symphonie de Beethoven, bon, voilà, mais tout le travail reste à faire. La symphonie, elle dure, elle se développe dans le temps, elle est assez développée, en l'occurrence celle-ci, donc tout le travail est un travail de développement. C'est ça que je veux dire. Donc le développement, maintenant je reviens à un propos plus technique et plus précis que ces considérations un peu larges, je n'oserais pas dire vagues, c'est qu'il y a des techniques de développement. Et la technique essentielle de développement, on la trouve déjà, elle est là bien sûr, elle est bien là, dans la fugue. Et c'est un peu dans la fugue qu'on trouve le modèle du développement. La fugue, c'est très distinct du mouvement de sonate beethovénien, par exemple. Mais c'est dans la fugue et dans ce qu'on appelle, d'un terme précis, qui ici est un terme technique, attaché au vocabulaire de la fugue, c'est-à-dire le divertissement. Je crois en avoir parlé, je ne sais plus à quelle occasion, le divertissement, encore une fois, on ne m'en voudra pas, je suis très attaché au sens précis des mots et à leur sens, disons, quasiment étymologique. Se divertir, c'est quitter le chemin principal, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que je prends souvent des exemples un peu spatiaux, de promenade, la notion de promenade est très importante. Je suis donc en train de me promener sur un chemin tout tracé. Eh bien, à un moment, je prends un chemin de traverse, un chemin à droite, à gauche, je retourne en arrière et je vais me promener dans le sous-bois ou dans la prairie à droite, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un divertissement, c'est-à-dire une trajectoire qui n'est pas la trajectoire droite. La trajectoire droite, d'une certaine manière, c'est le motif lui-même, c'est-à-dire que je suis sur mes rails du motif. Et puis à partir du moment où je l'ai exposé, eh bien, je vais me promener à droite, à gauche. Et la base de cette promenade, c'est la modulation. Je crois donc en avoir parlé il y a bien longtemps maintenant, dans l'unité sur la modulation et sur les modulations. Donc d'une part, c'est la modulation, premier élément, c'est très important. Et puis deuxième élément qui est totalement associé à la modulation, c'est ce qu'on appelle la marche harmonique, c'est-à-dire la reproduction du motif, ou justement pas du motif, mais des éléments du motif. C'est-à-dire d'un élément, le motif par exemple, comme on le verra dans le motif que je vais proposer, est composé, comme je l'ai dit, de 8 doubles croches plus une note d'arrivée. Et bien dans ces 8 doubles croches, je vais l'écrire après d'ailleurs, on va pouvoir détacher les 3 premières, où j'aurai une carte par exemple. Dans les 3 premières, par exemple, il y a une broderie, ce qu'on peut appeler une broderie tonique, sensible, tonique. Je vais proposer un motif en la mineur, et donc l'invention sera en la mineur. Donc j'aurai par exemple la, sol, dièse, la. Et puis après, j'ai une carte la, mi. Eh bien, je vais pouvoir extraire la, sol, la, et en faire un motif extrêmement bref, c'est-à-dire une petite cellule, mais qui va
être l'élément de développement d'une petite section de développement qui sera, si j'ose dire, triturée, travaillée, donc dans ce sens étymologique, comme pétri, tiré dans tous les sens, sans excès aussi. C'est aussi ça, bien sûr, la question, c'est qu'après les éléments comme ça qu'on va faire passer par comment je dirais, je ne sais pas quel terme employer, comme une machine qui les transforme, où je les fais passer par des éléments donc, de marche harmonique et de modulation. D'ailleurs, les marches peuvent être ou modulantes ou non modulantes, mais ici ce sera volontiers modulant. Et bien là aussi, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès, parce qu'après ça devient même quasiment ridicule. Donc voilà, je parlerai donc du développement de ce point de vue, donc basé sur la modulation, sur la marche harmonique. Donc j'exposerai peut-être l'idée de marche harmonique et je montrerai peut-être un petit exemple rapide. Ça ferait peut-être l'objet, la marche harmonique, comme ça m'a déjà été demandé d'ailleurs lors d'un mail, parmi tous les mails que je reçois. Je ferai peut-être d'ailleurs, je prendrai plus de temps pour parler de la marche harmonique lors d'une vidéo hors série consacrée à la marche harmonique. Bon, voilà. Donc, voilà, deuxième élément, j'ai parlé de l'exposition du motif lui-même, je parle du développement, et puis troisièmement, je vais parler de la fin. La fin, donc je reviens avec mes gros sabots, ça faisait longtemps, avec cette terminologie empruntée au monde de la rhétorique, ce qu'on appelle la fin du discours, c'est-à-dire la péroraison. On peut employer le terme plus commun en français de conclusion. Donc une section finale où je vais aborder, on l'a déjà fait, de l'ordre d'analyse, ou même succincte, de la pédale. La pédale, c'est-à-dire le repos, enfin pas le repos, c'est pas un repos justement, c'est pas un repos, c'est une note longue évidemment, c'est sa pédale de dominante qui va amener après la tonique. C'est une espèce d'énorme dominante qui amène la tonique. Là, on va parler de la pédale, donc on va introduire le motif avec pédale. Je vais parler, alors je vais vite parce que de toute façon je vais le faire tout ça, mais je vais parler de cet élément qui m'intéresse beaucoup. Je ne vais peut-être pas trop en parler parce que je vais en parler au moment où je vais le détailler, mais c'est introduire dans la péroraison au moment final un élément nouveau qui rend encore plus expressif la fin, qui lui donne son poids. Et quel est-il, cet élément nouveau? Je l'ai annoncé pendant les 10 vidéos précédentes, les 10 unités précédentes, enfin les 9 plus exactement. C'est un élément très expressif, c'est le chromatisme. Justement, on va arriver sur une petite coda, amener après une pédale, réexposition du motif, avec ce fameux chromatisme qui lui donne un caractère très différent, qui le rend, si j'ose dire, n'ayons pas peur des mots, un peu tragique même, et puis la coda viendra, voilà, et conclura l'ensemble. Donc je récapitule ces 3 sujets, disons, de travail: exposition, motif, exposition, élément de développement et conclusion, péroraison, avec sa pédale, son élément nouveau chromatique et sa coda qui sera très brève. Voilà pour le premier élément. Alors maintenant, je vais parler, je vais rentrer dans le vif, enfin, diront certains, dans le vif du sujet, en montrant ce sujet, donc ce motif. J'ai pris, donc je le signale, j'ai la partition ici, je vais l'écrire ici, que chacun puisse s'y retrouver, mais on mettra peut-être sur la vidéo la référence exacte que je n'ai pas ici sous la main, peu importe. Ce sont là des œuvres d'orgue que j'ai. Et il y a une variation assez vaste, enfin vaste, elle ne fait pas 60 pages, mais enfin elle est un petit peu développée. Je ne vais peut-être pas trop en parler parce que là je vais partir encore sur autre chose, ça nous entraînerait trop loin, mais sur un choral d'une œuvre d'orgue de Bach qui s'appelle Nun komm der Heidenheiland. Voilà, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Heidenheiland. Voilà, donc c'est une variation de chorale, c'est-à-dire que Bach, de manière un petit peu, j'ai eu l'occasion d'en parler, je ne vais pas en parler, je vais m'interdire d'en parler maintenant parce que je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est une œuvre où il n'y a pas le choral Nun komm der Heidenheiland au départ, c'est-à-dire qu'il écrit une œuvre avec des éléments contrapuntiques où ce choral n'existe pas. Et puis c'est au cours du développement que tout d'un coup, au pédalier d'ailleurs,
oui, au pédalier de l'orgue, arrive majestueusement, avec une certaine autorité justement, le motif de chorale en valeur longue. C'est ça qui est très beau d'ailleurs, c'est qu'on entend une œuvre d'orgue qui commence, qui se développe, qui expose, qui se développe, qui module. Et puis, quand on est bien dans ce monde de cette pièce d'orgue, arrive le choral en valeur longue, c'est très très beau. Donc moi, finalement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans mon travail, dans l'utilisation du motif, du coup, ça n'apparaît absolument pas. Voilà. Alors je donnerai le BWV exact, c'est-à-dire le numéro de l'œuvre, le numéro d'opus, mais chez Bach c'est BWV, pas opus, que si certains veulent le retrouver, puissent le retrouver facilement. Parce que, attention, si on tapait par exemple sur Internet, ça, Nunquam des Highlands, on va trouver beaucoup de choses. On va trouver d'autres variations, on va trouver le choral à 4 voix. Il y a beaucoup, il est cité dans de nombreux endroits. C'est un des chorals les plus employés chez lui. Enfin, parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui ont été très employés. Mais celui-ci a fait l'objet de de plusieurs œuvres plus ou moins longues. Voilà, donc ce motif vient de la variation de chorale Nunquam des Highlands. Le texte, il ne faut pas me demander pourquoi, il n'y a pas de raison précise, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question. Le texte est en sol mineur, moi je l'ai présenté, je le pense en la mineur, mais il n'y a pas de raison précise. Voilà. Le texte ici, je l'ai sous les yeux, est un C barré, c'est-à-dire est battu à la blanche, et il est en croche. Moi je le pense à la noire, et donc j'écris en double croche. Donc il n'y a aucune modification, c'est le texte pur et simple. Alors le voici. C'est lui qui fera donc l'objet de tout ce travail. La, sol dièse, la, mi, mi, saut d'octave, mi, si, do, la, barre de mesure, sol dièse. Sous-entendu ici, accord de dominante, c'est-à-dire mi à la basse. Voilà, donc ça c'est bien du la mineur, je le joue, c'est très très simple, c'est très court, très simple, c'est vraiment le type même du motif qui peut être très intéressant. Il possède en lui beaucoup de petites vertus intéressantes. Je peux peut-être même je vais le jouer évidemment, déjà les montrer tout simplement un petit peu comme ça. Alors le voilà. Sous-entendu, on va ici avoir quelques notes et retourner sur la tonique. Alors je proposerai une écriture qui conclut ça. Là, on reste un peu pas en plan, c'est un repos sur dominante, c'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais on est censé se diriger vers la tonique ou moduler. Mais moi, je me contente de ce petit élément-là. Alors ce petit élément-là, je l'observe maintenant. Je vais mettre une petite couleur pour qu'on voit bien ça. Il y a déjà quelque chose de très intéressant, j'y ai fait allusion oralement en parlant juste avant. Il y a un petit élément qui sera utilisé, que je vais proposer d'utiliser dans le développement, c'est cet élément-là. C'est-à-dire un élément qui serait réductible à ce rythme-là. Deux doubles croches, ta-pa-tam, ti-pa-tam, c'est les trois premières notes. Et on verra, bon je vais en parler après, je précipitons pas les propos, donc ça sera ça. Ta-pa-tam, ta-pa-tam. Voilà, la, sol, la. C'est la fameuse figure rythmique qui est dans la métrique gréco-latine, on appelle anapeste, c'est-à-dire le contraire du dactyle. Le dactyle est longue de brève, enfin quand je dis longue, c'est de toute façon pas très long la croche, mais enfin il y a quand même une valeur brève et une un peu plus longue. Quand on a longue de brève, tam, pa, pa, tam, c'est le fameux dactyle, et là c'est ta, pa, tam. Bon, je fais allusion au temps d'après. Donc là c'est plutôt l'anapeste, hein. J'ai bien dit ça. Dactyle normal, entre guillemets, tim, papatam, et tapatam, pam. Pourquoi je le redis? Juste une chose. Pourquoi je le redis? Parce que j'ai fait allusion à ces pieds de la métrique gréco-latine. Je pense que c'est assez intéressant de les connaître. Eh bien, c'est en les renommant qu'on les apprend. Parce que quand on les dit une fois, on ne s'en souviendra jamais. Je profite pour le redire, et ça fixe au niveau mémoire. Hein, anapeste, ici. Donc voilà une chose. Ensuite, autre élément que je trouve très intéressant, enfin bon, c'est la carte ici. Il y a une carte ici, la, mi. Et il y a une autre carte qui lui répond en quelque sorte, mi, si. Bon, et bien ça, à certains moments du développement,
Je pourrais très bien avoir ça uniquement, enfin, cette carte. Je n'en sais rien pour l'instant. Parce que l'œuvre, entre guillemets, je le dis très modestement, elle n'est pas encore écrite. Voilà. Une information que je donne, elle n'est pas écrite. J'ai écrit les éléments dont j'ai parlé. J'ai écrit le motif, je l'ai pris chez Bach, mais je vais écrire quand même un petit contrepoint. Donc on va le compléter, on va l'observer tranquillement. J'ai écrit les éléments de développement, j'ai écrit la pédale, j'ai écrit la coda qui est extrêmement brève, qui dure une mesure seulement. J'ai écrit la petite augmentation avec le chromatisme, mais je n'ai pas écrit l'œuvre, je ne l'ai pas composé complètement. Je propose, donc je ferai lors d'une prochaine séance, mais tout ça apparaîtra dans la même unité. Hein. Je rassure tout le monde, ça ne durera pas des heures et des heures. Mais en tout cas, je le ferai un peu ultérieurement pour compléter cette unité, mais je propose à tout un chacun d'essayer de la composer, justement. Voilà. Alors maintenant, je m'attache à la composition qui est faite en grande partie du motif. Je propose une écriture, un petit contre-sujet. Ce serait comme si j'avais le sujet et le contre-sujet. C'est-à-dire le petit élément de contrepoint. Il s'agit bien de contrepoint parce que je suis à deux voix seulement. Donc il n'y a pas d'harmonie. Il y a quand même une harmonie sous-entendue, bien sûr, puisque j'ai bien signalé ici l'accord de dominante supposée. Ce sol dièse n'est bien sûr pas un accord de sol dièse. C'est l'accord mi sol dièse si, mais ça ne sera pas mi sol dièse si puisqu'il n'y a que deux voix. Donc là-bas, ce sera forcément un mi ici. Hein. C'est le repos sur dominante. Voilà. Donc ici, je commence bien sur tonique. Ça, c'est bien tonique, et ça, c'est bien dominante. Donc, j'ai un petit arc comme ça, de tonique à dominante. Voilà, donc je vais proposer ici une petite écriture contrapuntique, enfin un petit élément que je peux qualifier de contre-sujet. L'élément intéressant, je le redis, j'en ai eu l'occasion de déjà en parler, c'est que je vais écrire certes un petit contrepoint très simple, vraiment très simple, mais il doit avoir une vertu particulière, c'est qu'il doit être renversable. Parce que sinon, enfin dans le cadre d'une invention qui ressemblerait à une petite invention de Bach, il propose toujours ces deux éléments, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait s'appeler, ça ne s'appelle pas, ça n'a même pas de nom. L'élément premier, l'élément second, c'est l'élément sujet, l'élément contre-sujet. Hein, on parle entre parenthèses le mot contre aussi, tiens, pendant que j'y suis, j'ai fait juste un petit... Parce que j'ai eu un mail récemment à propos de ça, je n'ai pas encore répondu, je vais le faire. On m'a parlé de contre-mélodie. Le mot contre-mélodie est un très beau mot. En général, on ne parle pas de contre-mélodie, on parle de contre-chant. C'est-à-dire qu'il y a un chant et un contre-chant. Remarquons bien l'emploi en musique, mais dans d'autres domaines d'ailleurs que la musique, du mot contre. Hein. On parle de point, contre-point, on parle du contrepoint, on parle du contre-chant. Le contre, c'est ce qui va contre, on est contre, c'est-à-dire c'est l'élément accompagnant. On parle aussi de dux comes, c'est-à-dire le dux, c'est l'élément premier, l'élément conducteur, comes, c'est celui qui accompagne. En latin, dux, c'est le même mot qu'en... D'ailleurs, cette fois, c'est très intéressant, hein, moi je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis. On parle dans les deux éléments, l'élément premier et l'élément second, on parle dans la tradition contrapuntique, on emploie les deux termes latins, on emploie le terme de dux et le terme de comes. Ça signifie conducteur. C'est ce qu'on trouve en français dans le mot duc, un duc. Hein, le conducteur. Et Wagner emploie le terme de leitmotiv, on prononce en français leitmotiv, mais c'est leitmotiv. Du verbe leit, c'est leiten. Leiten, ça veut dire conduire. Conduire, c'est le même mot que dux latin. Conducteur, ça veut dire conducteur en latin. Et leiten en allemand, c'est le même mot. Donc voilà, on retrouve toujours les mêmes éléments. Donc ça veut dire élément premier. Donc ça serait le fameux dux, etc. Et moi, ce que j'écris en complément, c'est le comes, c'est-à-dire celui qui accompagne. Remarquons pendant que j'y suis, c'est vraiment pas le sujet, hein, qu'il y a deux catégories de noblesse française très ancienne depuis l'époque carolingienne. Hein. Ça remonte à très loin, je ne parle pas de la noblesse du XVIIIe siècle, mais la noblesse très ancienne médiévale. Il y avait le duc et le comte. Hein. C'est bien ces deux mots-là, duc et comte. Le comte, c'est celui qui accompagnait. Bon, les mots sont toujours là. Je crois que tout ça est important. Alors certains me... Bon, bref. De toute façon, c'est comme ça, je le dis, voilà. Ça fait partie d'une des caractéristiques de ce cours, c'est tous ces éléments, voilà, je l'ai fait. Alors maintenant, occupons-nous de cet élément second, mais qui sera très important. Alors, je vais m'occuper ici de contrepointer, pourrait-on dire, les trois premières notes, tonique, sensible, tonique. Eh bien, il faut savoir
qu'une des écritures les plus courantes de loin, mais de très loin, en contrepoint de l'élément, je l'écris en Do. Je reprends la configuration, enfin l'idée de base la plus simple. Quand j'ai tonique, sensible, tonique, eh bien c'est très intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut écrire en dessous d'ailleurs. Ah ben, il y a plusieurs choses, ben, je vais le faire là. Je vais le faire. Alors je vais prendre un peu des idées un peu entre guillemets fondamentales, c'est-à-dire en utilisant des notes fondamentales, les notes fondamentales, des fondamentales des accords supposés. Parce que les accords sont supposés, il n'y a que deux voix. Je pourrais par exemple avoir, bon déjà tonique, ça c'est très bien, c'est-à-dire que quand on commence, c'est bien de commencer par la fondamentale de toute façon d'une harmonie supposée, donc Do. Je pourrais penser donc à un mouvement, tout naturellement d'ailleurs, c'est la chose la plus simple, tonique, dominante, tonique, donc je pourrais avoir Do, Sol, Do. Bon, ça est un peu plat, surtout pour un contrepoint, bon, il ne faut pas le faire d'ailleurs même. Hein. Cette octave est très bien, cette tierce est très bien, mais cette octave n'est pas très bien, parce que c'est un peu lourd de revenir immédiatement sur ce qu'on vient de quitter. Donc plutôt que d'écrire ça, il vaut mieux écrire ça. C'est-à-dire la même chose, mais avec l'accord supposé renversé. Donc en contrepoint, par exemple, on chiffre, donc j'enlève ce chiffrage d'analyse qui me fait bien percevoir et comprendre que c'est une alternance tonique, dominante, tonique. Maintenant, je focalise mon attention sur la notion d'intervalle pur. Si on écrit en contrepoint 8, 3, 6. Donc 8, c'est l'accord sous-entendu Do, Mi, Sol, fondamental, et là, ce serait l'accord renversé Mi, Sol, Do. Donc ça, c'est déjà mieux que Do, Sol, Do. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est mieux et qui est plus contrapuntique, parce que l'essence, si j'ose dire, du contrepoint, c'est d'être vraiment mélodique. Or, ici, si j'ose dire, ça sent un peu trop l'harmonie. Ça sent des passes d'une harmonie, ça. Parce que ça, c'est un état fondamental. Alors, c'est très très bien. La tierce ici, elle est très très bien. Je ne peux pas la critiquer en rien. Mais il y a quelque chose qui est plus mélodique que ce saut Do, Sol, c'est tout simplement ça. C'est de faire chanter la basse, de lui donner un caractère aussi linéaire que le soprano. Le soprano est Do, Si, Do, et à la basse c'est Do. Voilà. Et c'est tout. Alors maintenant, un esprit moderne, entre guillemets, c'est-à-dire un esprit harmonique, penserait, petit conditionnel, penserait bien l'accord de dominante. Et en effet, je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand on a étudié la fameuse quarte et sixte de passage, ça c'était un accord de dominante. Mais attention, mais on s'en fiche complètement aujourd'hui, mais je le dis quand même, en contrepoint, on n'imagine pas l'accord de Sol ici. Parce que l'accord de Sol serait une quarte et sixte, et justement en contrepoint, on n'imagine pas les quartes et sixtes. Cette petite parenthèse est presque un peu inutile pour le coup, hein, donc je la laisse tomber, mais je le dis simplement. Donc par exemple, un des meilleurs contrepoints du motif Do, Si, Do est Do, Ré, Mi. Donc je le joue, voilà séparément la voix Do, Si, Do, et voilà la voix Do, Ré, Mi. Voilà toutes les deux. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, j'écris le chiffrage d'intervalles, ce ne sont que des intervalles, donc ça c'est bien 6. Donc on a bien une octave et deux sixtes qui se suivent. Premièrement. Deuxièmement, une autre écriture très intéressante de ça est ça. On va me dire, c'est vraiment évident. Ben justement, oui, il faut le dire. C'est ça. Voilà mon Do, Si, Do. Eh bien, ce n'est pas Do, Ré, Mi, mais Mi, Ré, Do est tout aussi bon, bien évidemment. Mi, Ré, Do. Donc je joue le premier, je joue le deuxième, et cette fois-ci, c'est 6, 6, 8. Pourquoi, je vais dire aussi pourquoi j'insiste tant sur ces intervalles. Je dirai juste après pourquoi. Donc voilà le premier, le deuxième. Voilà. Alors maintenant, autre élément, c'est que ces deux contrepoints, celui-ci et celui-ci, sont tous les deux renversables. C'est-à-dire que je vais les écrire ici. Si j'ai Do, Si, Do en bas, eh bien je peux avoir Mi, Ré, Do en haut. J'ai Do, Si, Do en bas, je peux avoir Do, Ré, Mi en haut. Ce n'est pas tout à fait terminé. J'ai Do, Si, Do en bas. Je vais écrire la même chose, je rassure tout le monde, il n'y a pas de surprise. Mais je peux avoir Mi, Ré, Do comme ça. Ce qui est très bien aussi. Donc j'écris ici, c'est très intéressant, j'ai 8, 6, 6.
Là, j'ai 3, 3, 8. Le renversement de 8, c'est 8. Do, do, si c'est do, do comme ça, c'est toujours do, do. Une octave renversée, c'est toujours une octave, ou éventuellement un unisson, comme c'est le cas ici. Mais le renversement des deux sixtes, ce sont les deux tierces. Donc quand je n'ai qu'un contrepoint uniquement avec des 8, des octaves et des sixtes, il est forcément renversable, parce qu'il donnera forcément des 3 et des 8, ou des unissons éventuellement. Voilà, donc je voulais simplement le dire. Ici, j'ai bien 8, 3, 3. Alors, on est bien d'accord que ce 8, 6, 6 correspond à ce 8, 3, 3. Et ce 6, 6, 8 correspond à ce 3, 3, 8. Et ici, c'est la même chose, mais je voulais quand même le montrer. Ici, j'ai 3, 3, 1. On peut l'écrire, unisson. Et je peux avoir aussi de la même manière 1, 3, 3. Pardon, c'est très mal écrit. Voilà. Je passe un peu de temps là-dessus, mais je pense que c'est important. Déjà, je souligne un peu l'idée de contrepoint renversable. Donc à partir de moment, je le dis aussi peut-être vite en vitesse comme ça, qu'est-ce qu'un contrepoint renversable? C'est un contrepoint qui n'a pas de quinte, pour commencer. Alors la quinte, c'est très bien. Dans un contrepoint, avoir une quinte, c'est magnifique. Mais si je veux un contrepoint renversable, je ne peux pas écrire de quinte, parce que le renversement de la quinte, c'est la quarte, et en contrepoint, il n'y a pas de quarte harmonique, c'est-à-dire de notes qui sont en quarte. Je ne dis pas pourquoi aujourd'hui, je ne développe pas, parce que alors là, on va sortir et aller trop loin. Et voilà un petit élément déjà ici d'idée contrapuntique. Alors, maintenant, mon do, si, do, je l'ai au soprano ici, c'est-à-dire en la mineur, c'est la, sol, dièse, la. Alors, je peux avoir tout simplement un petit motif, et je vais souligner, mon motif va souligner la fameuse, soyons pédants, la fameuse anapeste à laquelle je faisais allusion, parce que là j'ai takata, mais ce n'est pas une anapeste, puisque j'ai 4 brèves, de toute façon, takati, kata, bon, elle n'y est pas. Mais du coup, mon élément accompagnant au sens de comès dont je parlais, l'élément second, ici, il a vraiment l'élément anapeste, et je le dis à l'avance que je vais m'en servir dans le développement, où je pourrais avoir des éléments, allez, je ne vais pas les citer maintenant, mais bon, par exemple, ici, j'en ai écrit où j'ai des do, si, ré, fa, mi, fa, voilà. Par exemple, dans le développement, ici, on a entendu tagati, tagata, avec ça se promène. La même idée de promenade, c'est de divertissement. Là, je ne me divertis pas, je suis concentré sur les deux éléments primordiaux, premier et second, dux comes. Je ne me divertis pas au sens étymologique, je suis concentré, d'une certaine manière, sur l'élément. Mais une fois qu'il est exposé, je vais prendre ça, et avec ça, je vais aller me promener. Et je vais par exemple le multiplier en le faisant entendre à différents étages à l'occasion d'une marche harmonique et de modulation. Bon, alors maintenant, je continue. Alors, juste, j'étais en train de parler de ça, j'ai pris 2 minutes pour effacer le tableau. Ça, ici, alors j'ai traité, qu'on soit bien clair, j'ai traité ce premier élément. Là, cela, j'en ai parlé un petit peu longtemps, je crois que c'est très clair. Maintenant, il y a un deuxième élément. On va me dire, ça on décortique, mais oui, il faut décortiquer pour avoir une belle écriture très efficace qui puisse après vraiment se développer, etc. Il faut voir tous les aspects. Maintenant, ce deuxième élément, la fameuse carte, j'ai fait allusion à la carte tout à l'heure, l'ami. Eh bien, je veux dire qu'en contrepoint, petite parenthèse sur le contrepoint, décidément, on va faire tout le cours de contrepoint sans avoir jamais fait de chapitre de contrepoint. J'y viendrai, mais dans un peu longtemps. Voilà. Et j'en parle tout de suite. On considère un des principaux exercices de contrepoint est ce qu'on appelle la deuxième espèce de contrepoint. Il y a 5 espèces de contrepoint, c'est-à-dire 5 exercices, 5 manières de traiter le chant. C'est la première, je dis vite, la première c'est note contre note, c'est-à-dire que j'ai do, ré, mi, je dois écrire do, si, do, note contre note. À chaque note du contrepoint, j'écris une note. Bon, voilà, ça c'est la première. La deuxième espèce, c'est 2 contre 1. C'est-à-dire à chaque, on écrit en général le contrepoint en ronde, ça ne veut pas dire du tout la ronde de 4 temps ou Dieu sait quoi, ce sont des notes à valeur indéterminée égale. Voilà. Mais la deuxième deuxième espèce de contrepoint prévoit qu'on écrive 2 notes contre une. Contre, encore une fois, le mot contre. C'est-à-dire que j'ai un do, et bien je dois écrire 2 notes, Dieu sait quoi. Alors, il y a une chose qu'on va trouver très souvent et que moi, personnellement, j'ai envie de dire que j'affectionne particulièrement, c'est un peu exagéré, ça n'a rien d'extraordinaire, mais enfin, il faut bien connaître cette écriture, il faut bien l'avoir présent à l'esprit, c'est tout. C'est que quand j'ai, par exemple, je suis en do, hein,
quand par exemple j'ai un mi dans le champ qui est donné, un mi ronde, et je dois écrire deux notes au-dessus ou en dessous, il se trouve qu'au-dessus en dessous, là, le problème est un peu différent, mais peu importe, n'insistons pas là-dessus. Je veux écrire deux notes qui sont vraiment très bien. Ces deux notes de l'harmonie, on ne le fait pas toujours. Souvent, on utilise une note réelle et une note étrangère, comme la note de passage. Mais là, si j'utilise deux notes de l'harmonie, une des meilleures écritures, c'est de faire allusion à l'harmonie de tonique, l'harmonie de sixte sur mi. Mi chiffré 6. Donc je vais pouvoir très bien écrire ça. J'espère me faire comprendre. Voilà. Sous-entendu, c'est l'accord mi sol do, j'ai la sixte, puis la tierce. Je chiffre ça, 6, 3. Je peux très bien avoir ça aussi. 3, 6. Voilà, les deux sont très bien. Et ça, c'est particulièrement bien dans l'harmonie, encore une fois, harmonie sous-entendue, mais harmonie quand même, harmonie de tonique. Là, je suis en do, le mi chiffré 6, c'est l'harmonie mi sol do. Eh bien, je fais entendre alternativement le do puis le sol, ou le sol puis le do. Souvenons-nous, puisque nous sommes dans ce chapitre même ici, chapitre 4, que c'était bien un des aspects très importants. Je vais l'écrire ici pour bien me faire comprendre. Écrivons en La. Ben, quand j'avais le fameux chromatisme, ou pas chromatisme d'ailleurs, allez, j'écris le chromatisme, sol, sol bécard, sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard, puis mi, chiffré dièse, accord à l'état fondamental, eh bien j'avais ici par exemple do, et puis je montais déjà, et ben voilà, déjà ici c'est le cas, et ça c'est une tierce, et puis c'est une sixte. Sous-entendu, ça c'était quand même l'accord de tonique, la do mi, comme s'il y avait eu un mi, je ne reviens pas sur toutes ces choses dont nous avons déjà beaucoup parlé, et là ce serait l'accord la do fa. Mais ici par exemple c'est particulièrement le cas, mi, si, c'est comme si j'avais qu'un sol, qui soit dièse puis bécard, ne change rien à faire. C'est comme si j'avais ça, un sol, on va dire dièse puisque c'est la dominante de la mineure, et que j'ai mi, puis si. J'ai bien la sixte, puis la tierce. Sous-entendu, globalement, l'accord sol dièse si mi. Ici, c'est pareil. Ré, la. Sous-entendu, sur fa chiffré 6, la sixte, puis la tierce. Je rejoue rapidement, parce qu'on va pas revenir, j'en ai beaucoup parlé. Puis par exemple, ce mi, voilà, etc., etc. Je parle. Tout ceci pour insister sur ce contrepoint-là. On l'a beaucoup vu, on l'avait là-dedans, je le rappelle. Hein. Voilà, j'avais bien fa, fa, do. Puis j'avais ré dièse mi, la, ré, voilà, etc. On a vu tout ça. Donc j'insiste parce que ici c'est bien ce à quoi je suis confronté. Je reviens à cette notion que j'ai beaucoup développé, l'idée qu'il faut connaître. Certes, nous connaissons, nous voyons, donc nous connaissons, mais surtout nous devons reconnaître. Donc quand j'écris ça, eh bien, je dois reconnaître ces éléments-là que j'ai vus par ailleurs. Il ne faut pas les oublier. Donc quand j'ai un do ici, eh bien j'ai bien ces deux notes-là. Cet élément-là est exactement le même que celui-ci. On est bien d'accord. Alors après, moi qui suis très soigneux, voire tatillon, je chiffre ça. Donc c'est bien 8. 6, 6 et le fameux 6, 3. Donc voilà mon contrepoint, il est très clair, il est très simple, il est quasiment, pas enfantin, c'est pas le mot, enfin, il est d'une très grande simplicité. Mais bon, voilà, encore faut-il bien le voir. Alors, maintenant, je vais penser, évidemment, alors ça, c'est, si j'ose dire, c'est, disons, parlons, soyons vulgaires, c'est tout cuit, c'est du tout cuit, parce que ici, j'ai encore, comme je l'avais dit précédemment, cette carte descendante, et remarquons bien que c'est exactement la même que celle-ci, c'est-à-dire que ça, c'est la mineur, c'est tonique, c'est-à-dire, disons, fondamentale vers la quinte, enfin on se comprend bien dans l'accord de la mineure, la est la fondamentale, mi est la quinte, là c'est pas une quinte, là c'est une tierce, peu importe, mais dans l'absolu et du point de vue fondamental, c'est bien le la et mi la quinte, et bien dans l'accord, dans le secteur, des fois j'emploie le terme secteur, l'harmonie dominante qui est mi, sol, dièse, si, mi est la fondamentale, si est la quinte. Donc ce motif ici est exactement le même que celui-ci. Donc je ne vais pas me casser la tête, et j'ai raison, ce n'est pas simplement une paresse, c'est que c'est la bonne solution. Attention, ce n'est pas une notion de paresse, c'est que c'est la meilleure solution, et il faut chercher souvent, écrire le plus simple. C'est très important, c'est que là, ce qui va en dessous, c'est sol dièse.
Donc sol dièse, c'est bien la même chose, c'est 6, 3. Voilà. Et donc ici, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur ma tonique ici, et là je vais sur la dominante à l'état fondamental. Je ne développe pas trop ça, c'est tellement évident que voilà. Donc on voit bien ici, je tiens un peu à ce chiffrage d'intervalle. Il ne faut pas le faire tout le temps, c'est fatigant. Imaginons que je fasse toute ma petite composition avec tous les intervalles en dessous, ça n'a aucun intérêt, c'est lourd, c'est pénible. Là, mais là, pour présenter simplement cette écriture, je pense que c'était très important. Voilà. Alors, donc, je reviens à l'idée que j'ai développée précédemment, c'est que ce contrepoint est renversable. C'est-à-dire que si je fais le total, je vais aller jusqu'au bout. Ça, je ne vais pas le noter. Bon, c'est pas grave, c'est une octave qui passe, qui ne fait que passer. Bon, voilà, peu importe. Ici, c'est bien une tierce qui est majeure. Donc, je peux écrire le dièse tout court ou continuer à écrire mon chiffrage contrapuntique en écrivant 3. On voit bien ici la présence des 3 qu'on néglige en harmonie, hein, dans l'écriture de l'harmonie, l'écriture d'accord. Là, c'est le chiffrage d'accord. Là, ce n'est pas un chiffrage d'accord, j'insiste, je reviens là-dessus, c'est un chiffrage d'intervalle. Donc le 3 a toute sa place, alors qu'il est négligé dans le chiffrage d'accord. Bon, ça c'est très important. Alors, il y a deux petites choses que j'ai à dire, je vais peut-être prendre le temps de l'écrire ici. C'est que, comme je l'avais montré d'ailleurs précédemment, ici, quand j'ai montré mon 866, il ne faut pas oublier que la version do-si-la est aussi très bonne. Do-si-la au lieu de la-si-do. Auquel cas, c'était 6-6-8. Pardon, oui, c'est ça, oui, do-si-la, c'est ça, c'est bien ça, do-si-la, c'était 6-6-8, 6-6-8, là c'est 8-6-6. Les deux sont bons, mais je choisis celui-là, surtout pour commencer, parce que l'œuvre commence, donc il est bon d'être à l'état fondamental. Je ne vais pas commencer par un élément renversé. Ça existe, c'est possible, mais là, ce n'est pas la peine de chercher une espèce de petite anomalie qui n'a pas de sens. Voilà. Donc je fais ça. Mais je sais, par contre, je suis déjà prévenu, que dans le courant de l'écriture, je serai peut-être amené à écrire do-si-la. Que do-si-la ira peut-être très bien, donc je le sais à l'avance, je le retiens, je ne l'oublie pas. Je sais qu'à certains moments, vu l'écriture qui va venir précédemment, je vais plutôt arriver sur do-si-la que la-si-do. Eh bien, je ferai usage aussi bien, ce sera interchangeable, la-si-do et do-si-la. Bon, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément que je voulais signaler, enfin, je l'ai déjà dit, mais je vais l'écrire, c'est que ça, c'est un contrepoint renversable, donc je vais pouvoir me trouver très facilement avec l'élément, je mets un petit truc comme ça, l'élément premier qui vient donc de Bach, évidemment, à la basse. D'ailleurs, il y a une petite chose à dire qui est assez intéressante aussi. Le voilà, donc ce qui était ici est en bas, ce qui était en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Et peut-être justement que quand c'est le cas, on aura peut-être, je ne sais pas, ça se discute, et tout ça, ça se discute dans la composition même, mais c'est peut-être mieux que quand il est en haut qu'on ait do-si-la. Je trouve que c'est bien, parce que là, justement, le fait d'avoir le do dans le contre-sujet, appelons-le comme ça, n'est pas gênant, puisque le la est bien à la basse, donc tout va bien. Voilà. Et en plus, il y a un autre petit avantage. Mi, et ça, mi, j'écris mi, mais ça pourra être, dans le cadre du développement, autre chose, comme par exemple si. Voilà. Parce que quand on va développer, forcément, le sujet n'est pas exactement le même. Si, il est le même, mais enfin, il va pouvoir obliquer, si j'ose dire, un petit peu différemment. Commencer et obliquer différemment pour raccrocher les wagons, si j'ose dire, aux éléments précédents et à l'élément suivant. À l'élément précédent et à l'élément suivant. Voilà. Donc, le sujet avec son contre-sujet, c'est l'élément premier avec le doux avec son commerce, et là, c'est le contraire. Donc j'ai signalé cet élément-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il me semble qu'il y avait une autre chose, alors ça me reviendra dans le courant du... C'est pas grave, ça ne va pas être très important, ça me reviendra de toute façon. Je vais être amené à beaucoup parler de ça, donc de toute façon, tout ça reviendra. Je les joue une fois, donc j'ai bien ici... Ah oui, il y avait une... Voilà, ça me revient, donc je ne sais rien, je vais en parler tout de suite. Et j'ai ici, et là j'ai joué ici au lieu de mi, je joue mi, donc pardon, j'ai une petite hésitation parce que... Voilà.
oui, je réfléchissais, je voulais simplement signaler, j'ai rien à en dire, mais je le signale parce que c'est quelque chose que j'aime bien personnellement, qui m'a toujours un peu intéressé. C'est que je faisais allusion ici à quelque chose qui est assez satisfaisant du point de vue de l'écriture. C'est ça, c'est l'élément conjoint, vraiment conjoint, Do, Si, La, Sol, le voilà, qui pourrait être à la basse, avec cet anapèse, Ta, Pa, Ti, Ta, voilà. Mais le fait de faire l'élément ascendant ici, introduit ici un intervalle un peu bizarre, entre guillemets, un peu inhabituel, qui est la fameuse quarte diminuée. L'intervalle de quarte diminuée est l'intervalle entre la médiante dans une gamme mineure, donc le Do bécard en La mineur, et la sensible. Voilà. C'est un intervalle que j'aime beaucoup, enfin qui est particulier, qui est un peu particulier. Donc je l'aime beaucoup, je le trouve très expressif, mais c'est pas moi, il est très expressif, bien évidemment. Par exemple, dans la sonate opus 111 de Beethoven, il est extrêmement présent, il est dans le motif. Voilà un exemple de motif. Hein. Prenons l'opus 111 de Beethoven, ça me vient en tête comme ça, parce qu'il y a la carte augmentée. La carte, qu'est-ce que j'ai dit? Diminuée, hein, pas augmentée. Diminuée. Voilà un exemple de motif qui crève les oreilles. La sonate commence par le motif exposé. Enfin, il y a une petite introduction avant, je dis des bêtises. Enfin, quand l'allegro de sonate commence, on entend ça. Hein. C'est le sol la si do, mi bémol, on se hausse jusqu'au troisième degré, do tonique, et on retombe de manière un peu pénible en quelque sorte vers la sensible. Il y a une fugue aussi de Bach dans le clavier bien tempéré, qui est la fugue en do dièse mineur, où il progresse do dièse, ré dièse, mi bécard, donc médiante basse, médiante mineure, pour descendre sur le si dièse, la sensible. Bon, petite parenthèse close, mais je tenais à signaler cet intervalle expressif ici, qui est un peu gommé ici. Alors on peut trouver ça mieux parce que c'est plus linéaire, on peut trouver ça mieux parce que c'est plus expressif. Voilà, les arguments sont bons dans un sens et dans l'autre. Bon, voilà pour, je m'en tiens là, c'est déjà pas mal pour c'est pas une exposition propre. Enfin si, c'est déjà une exposition. Bon. Sauf que là, j'ai pas fait, je le traiterai ça une autre fois, j'ai pas fait la jonction des deux. Hein. Là, on arrive sur dominante et on doit repartir sur tonique. L'idéal eût été, évidemment, mais on peut pas. C'est carrément impossible. Je suis à 2 temps, j'ai décidé de caser ça à 2 temps. D'ailleurs, oui, dans l'œuvre de Bach, il est aussi bien à 2 temps. Donc, il y a une barre ici, il y a cet élément-là. L'idéal, évidemment, mais là c'est impossible, on ne peut pas le faire, c'est pas compliqué, c'est pas la peine de chercher midi à 14h comme on dit, ce serait de mettre ça ici immédiatement, mais c'est pas possible, on arrive sur dominante, il faut redémarrer sur tonique. Donc en fait, il y a obligatoirement une mesure intercalaire, si j'ose dire. Alors je ne sais pas encore quelle sera cette mesure, mais c'est essentiellement une mesure qui m'amènera de la dominante à la tonique. Voilà. Bon, alors voilà pour le premier élément, c'est-à-dire le motif. Maintenant, je vais évoquer quelques éléments de développement. J'essaierai de pas trop long.